Sauf qu'une semaine plus tard, Robert revient encore une fois chez elle. Cette fois, il campe devant sa porte et il attend qu'elle sorte pour aller au travail. Et alors qu'elle franchit la porte, Robert surgit, braque un revolver contre sa tempe et lui ordonne de ne surtout pas crier. Il lui dit qu'au moindre écart, il n'hésitera surtout pas à lui éclater la cervelle. Mais prise de panique, la femme hurle instinctivement avant de prendre la fuite et Robert, qui s'attendait pas du tout à ça, s'échappe à son tour. Quelques minutes plus tard, des sirènes de police retentissent, alertées par des voisins qui ont vu toute la scène. Robert est interpellé quelques rues plus loin pendant que d'autres officiers prennent la déposition de sa victime. Lui qui avait réussi sa nouvelle vie vient d'à nouveau tout détruire. Il repasse donc devant un juge en 1972, cette fois pour agression et tentative d'enlèvement avec une arme à feu, et il est condamné à 5 ans de prison ferme. D'ailleurs, le docteur qui est affecté sur le dossier se contentera de dire que Robert est un homme extrêmement dangereux, incapable de contrôler ses émotions et que tout ça ressurgira à nouveau tôt ou tard. Et même si la cour ordonne qu'il suive un traitement au lithium pour calmer ses symptômes, le docteur est formel, ça supprimera certes les symptômes, mais ça ne les guérira jamais. Robert retourne donc derrière les barreaux, reçoit son traitement au lithium, mais là encore, comme il joue au prisonnier modèle, il a une remise de peine qui lui permet de sortir à la fin de l'année 1973 seulement. Cette fois, à peine en liberté, il arrête son traitement et il réalise qu'il a encore une fois réussi à s'en tirer. Et c'est là que Robert va basculer dans quelque chose de bien plus sombre et continuer sa longue descente aux enfers. On sait qu'à cette période, il se met à fréquenter des prostituées. Il leur propose généralement beaucoup d'argent avant de sécuriser un rendez-vous et surtout, il fait tout pour les mettre en confiance. Parce que si Robert a l'air d'un gars normal qui attire pas spécialement la méfiance, en tête, il a des plans bien macabres. À chaque rencontre, il s'invente une nouvelle identité. Parfois, il s'imagine docteur, avocat, photographe et il tente même de se déguiser avec une fausse moustache ou des vêtements prévus pour l'occasion. Il fait ça déjà pour brouiller les pistes et surtout pour pas se faire repérer par des proches. Quand une prostituée finit par être en confiance, elle accepte de le suivre dans sa voiture et de là, il l'emmène à l'écart, loin de la ville. Perdu au milieu de nulle part, il sort une arme, la force à coucher avec lui, puis à obéir à tous ses ordres. En fait, il sait pertinemment qu'elles vivent dans un milieu criminel et que donc elles oseront pas parler à la police. Alors certaines, dans la terreur, tentent de se débattre ou de fuir, mais Robert refuse qu'on lui désobéisse. Et malheureusement, c'est exactement ce qui va se passer avec Annie. Comme toutes les autres avant elle, il lui propose un rendez-vous avant de l'emmener en pleine nature. Là-bas, Robert sort une arme et lui demande de rester tranquille. Sauf qu'elle pousse un cri avant de prendre immédiatement la fuite. Robert réussit à la rattraper, l'attrape par les cheveux et la plaque au sol. Dans la panique, Annie sort un petit couteau qu'elle gardait toujours au fond de son sac et tente de frapper son agresseur. Mais il réussit à la maîtriser et récupère le couteau. Annie l'implore de ne pas lui faire de mal, mais c'est trop tard, le monstre a déjà pris sa décision. Et malgré les cris de détresse, Robert poignarde la jeune fille à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle n'émette plus le moindre son. Presque instinctivement, Robert récupère sur elle son collier, ainsi que les quelques centaines de dollars qu'il lui avait donnés quelques heures plus tôt. Il fait exactement comme il l'aurait fait en chassant un animal, il récupère un trophée. Puis il finit par enterrer le corps d'Annie avant de retourner en ville comme si rien ne s'était passé. Robert commet l'impardonnable, et suite à ce premier féminicide, il va plonger encore plus dans l'horreur. Être un simple meurtrier, ça lui suffit pas. Ce qu'il veut, c'est ressentir ce qui l'excite le plus quand il chasse. Il veut traquer ses proies, s'amuser avec elles et ressentir leur peur. Alors il se met à emprunter régulièrement des avions, parfois sous un faux nom. Ça lui permet d'explorer des régions de plus en plus éloignées, mais surtout d'emmener ses victimes sur son terrain de chasse favori, le long de la rivière Knik, un lieu éloigné de tout, mais qu'il connaît comme sa poche.